il y a à ce moment-là une sorte de dialectique infernale entre répression et radicalisation. Et alors donc, en fait, ce sont les cadres du MDRM qui vont être les cadres de la première insurrection. Utilisant ces sociétés secrètes. Alors, Oui. ce qui se passe, ça se passe en quelques heures, dans la nuit du 29 au 30 mars. Donc, attaque de garnison française, attaque également de colons français, 150 d'entre eux vont mourir, attaque aussi de membres du PADESM, justement considérés comme des collabos. C'est extrêmement violent, ces premiers jours de l'insurrection. Mais il faut souligner que cette insurrection, au départ, est très localisée. La très grande majorité du pays ne bouge pas. En réalité, il n'y a de mouvement que dans 3 régions de l'île, bien circonscrites. À Diego Suarez, une révolte militaire qui avorte tout de suite. Donc tout de suite, parce que les civils ne suivent pas. Ils ont été démobilisés par un télégramme qui les appelait au calme. À Mouramang, c'est l'attaque du camp militaire avec la mort notamment d'un certain nombre de tirailleurs sénégalais et d'officiers français. Et le sud-est, la région du chemin de fer Fianarantsouk-Côte-Est et la ville de Manakar. Donc c'est tout au départ. C'est une révolte très localisée parce que l'essentiel du pays n'a pas bougé. Simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que les Français disposent de moyens tellement faibles qu'ils ne parviennent pas à étouffer cette révolte dans les 15 premiers jours. Et alors, comme sur la côte est, sur 800 km, il n'y a pas un seul soldat français, eh bien, d'avril à juillet, du début avril à juillet, la marée montante d'une immense jacquerie va recouvrir tout l'est du pays. Et provoquant une véritable panique chez les colons français, entretenus par les premiers récits du soulèvement. Écoutez cet extrait de l'émission Ainsi va le monde de Samy Simon en 1947. Je ne vous parlerai pas ce soir de la rébellion, mais je vais vous faire entendre une interview réalisée par notre camarade qui travaille à Radio Tananarive, Pierre Bergeau, qui interviewe un administrateur des colonies, chef d'un district où la rébellion s'est particulièrement fait sentir. Ces troupes sont fanatisées par quelques sorciers de grande réputation. Vous n'avez pas certain nom de sorciers de cette région-là. Tenez-vous, le rescapé, vous pourriez dire un nom de sorcier de ceux que vous avez vus là-bas? Oui, c'est ça. Razafin Draland. Razafin Draland. C'est Razafin Draland qui vous a examiné les mains. C'est un autre sorcier. Et en quoi consiste justement cet examen des mains? Il procède à l'examen de la main de chaque individu et suivant les lignes, il lui dit, toi tu combattras le mardi, ou tu combattras le mercredi, ou tu ne combattras pas du tout. On a l'impression, à entendre ce témoignage, que c'était une véritable armée, en fait, qui s'insurgeait contre les Français, Jean-François Migalchi. Enfin, armée, non, mais, ou alors armée populaire. Vous avez, entre avril et juillet 47, une mobilisation générale de la paysannerie malgache de l'Est. Tous les hommes valides sont mobilisés. De force ou spontanément? Il serait difficile de faire la part de l'un et de l'autre ici. Disons qu'il y a une adhésion volontaire, parce que la population est animée par une mystique de l'indépendance. Mais il y a aussi des résistances, parce que les paysans ne se soulèvent pas comme cela très facilement. Et alors la contrainte a aussi joué un rôle, bien sûr. Mais c'est un mouvement de masse. Et puis alors avec des récits propres à entretenir la peur, panique, vous le rappelez, Jean-François Migalchi, dans cet article de l'Histoire, des colons, on parle de gens qui ont été coupés en morceaux, de chefs de poste coupés en morceaux. Et puis alors, inversement, ça sert à justifier une répression qui est d'autant plus dure au début que, vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de soldats français à ce moment-là pour rétablir l'ordre. Et là, on peut parler même de crimes de guerre dans un certain nombre de cas. Oui, oui. Alors là, tout ceci est exact. En ce qui concerne les violences des insurgés, personnellement, j'estime que ce sont des violences relativement modérées. Donc, on a énormément fantasmé sur la violence des insurgés. Par exemple, dans la généralité des cas, ils ont épargné les femmes et les enfants.
pas toujours, mais dans la généralité des cas. Alors qu'inversement, il y a des crimes de guerre. On évoque Mouramang, avec, on a parlé d'Oradour malgache, Manandjar aussi, avec des prisonniers qui sont jetés d'un avion, et même l'utilisation de la torture. Oui, alors, donc, en ce qui concerne les crimes de guerre de l'armée, là encore, ils sont réels. Mais, par exemple, l'expression de d'Oradour, Mouramang, Oradour malgache, c'est une expression fausse. Pourquoi? Parce que un article d'un militant communiste, Pierre Boiteau, en 1954, s'intitule Mouramang, Oradour malgache, et suggère que la population de l'ensemble de la ville a été massacrée. C'est totalement faux, parce que la ville avait été évacuée par sa population avant l'intervention des Sénégalais, et donc je suis allé sur le terrain, et pour m'apercevoir que les représailles avaient été menées par une douzaine de Sénégalais qui ont tué 30 à 40 Malgaches. Voilà. Alors ça, c'était avant l'arrivée de renforts venus de France à partir de juillet 1947. Écoutez le commandant Legour au micro de Raymond Marcillac. Notre bataillon, le 9e tirailleur algérien, débarque à Madagascar fin juillet. La pacification se fera en 2 temps. D'août à fin septembre 1947, toute la zone sud-est est dégagée. Et de janvier à septembre 1948, c'est la pacification de la zone nord-ouest. À notre arrivée, nous ne connaissons absolument rien des rebelles, sinon que Manandjar est encerclé, ainsi que Nochivak, que toute la propagande se fait à partir des bureaux MDRM, entendez Mouvement démocratique de la révolution malgache. Mais bientôt, nous savons que des bandes existent, bandes fortes, armées, composées surtout d'anciens tirailleurs rapatriés sur l'île de France qui ont été harangués à leur départ et qui, depuis leur arrivée à Madagascar, ont été catéchisés en vue d'une révolte. Et c'était donc l'arrivée des premiers renforts envoyés par le gouvernement du socialiste Paul Ramadier en juillet 1947. C'est le moment d'ailleurs où les communistes qui étaient hostiles à cette intervention ont quitté le gouvernement quelques semaines plus tôt. Alors on envoie là-bas, on l'a vu, des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs algériens. Ce sont d'ailleurs des troupes qui sont retirées à ce que l'on pouvait envoyer. Il faut rappeler qu'au même moment, la guerre d'Indochine venait de commencer, Jean Frémy-Gachy. Et puis alors une tactique dite de la tache d'huile. C'est ce que vous appelez comme ça. Oui. La façon de reconquérir par ces renforts, de reconquérir le territoire occupé, contrôlé par les insurgés. Oui, de façon tout à fait volontaire et consciente, les responsables français, sur les indications d'ailleurs de Robert de la Vignette, qui était directeur des affaires politiques au ministère à l'époque, du gouverneur général de Copé et du nouveau général commandant les troupes qui s'appelait Garbet, eh bien, ces responsables ont volontairement appliqué la méthode de Gallieni 50 ans avant, c'est-à-dire étendre un réseau de postes dans la zone qu'il fallait pacifier et peu à peu rétablir, c'était l'objectif principal, un minimum de confiance de façon à obtenir que les populations en fuite rentrent dans leur village. Donc, vous voyez, une action encore plus politique que militaire. Et reconquête méthodique, lente, qui a duré 18 mois jusqu'en octobre 1948. L'ordre est revenu dans la Grande Île et les unes après les autres, les fractions entraînées dans la rébellion ont fait leur soumission. Dans la région de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marqués au front du sang expiatoire, ces égarés d'hier reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix. Et une paix qui a coûté très cher. En tout cas, on a parlé après la guerre et depuis jusqu'à aujourd'hui de 100 000 morts. Vous considérez que ce chiffre est exagéré, Jean Frémy-Gachy? Oui, ce chiffre, en réalité, repose sur une estimation lancée par les autorités elles-mêmes, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire une estimation qui est d'origine militaire d'abord, reprise par De Chevigné ensuite. Et cette estimation est totalement fausse, je l'ai démontré déjà. Et, simplement, le mouvement anticolonialiste en Europe, lui, a conclu que si on avouait ce chiffre, c'est qu'il y en avait eu encore plus.
C'est-à-dire qu'on a oublié simplement que les militaires ont toujours tendance à surestimer les pertes d'adversaires. Le commissaire général parlait de 80 000 morts, oui. On a ensuite dit 100 000. Vous dites entre 30 et 40 000, dont 10 000 dans des combats. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 à 20 000 morts qui sont morts de famine en s'enfuyant dans la forêt. Non, les chiffres plus précisément sont les suivants. 1000 à 2000 morts par suite des crimes de guerre dus aux Français. Environ 2000 malgaches tués par les insurgés et 5 à 6 000 malgaches tombés face aux militaires français à l'occasion d'accrochages et de combats. Ce qui est déjà énorme. Donc, et 20 à 30 000 morts de misère physiologique, malnutrition, maladie. Donc finalement on aboutit à un bilan qui situe entre 30 000 et un grand maximum de 40 000 morts. Alors des procès bien sûr aussi, tous les dirigeants du MDRM ou du GINI ont été arrêtés, presque tous condamnés à mort. En fait vous dites 8 exécutions, parce qu'il y a eu beaucoup de grâces, sur 44 condamnations. Mais qu'est-ce qui explique cette légende noire qui a continué? Vous dites qu'elle était entretenue par les colons eux-mêmes. Sur les drames qui se sont produits. Non, les chiffres plus précisément, il y a eu 173 condamnations à mort au total par les tribunaux militaires et civils et 24 ont été exécutés. Le chiffre de 8 que vous citez, ce sont les condamnations par les exécutions dues aux militaires. Voilà pour la répression judiciaire, qui elle-même est très contrastée parce qu'elle a été très dure au début et finalement modérée après les années 52-53. Maintenant, pourquoi cette légende noire? Eh bien, elle a jailli, peut-on dire, de la société coloniale elle-même dès le lendemain du 29 mars, parce que, prise de panique, elle s'est en quelque sorte rassurée avec le fantasme suivant lequel les Sénégalais avaient durement châtié la population malgache. Ça a, en quelque sorte, rassuré la population européenne. Merci en tout cas Jean-Frémy Gachet de nous avoir rappelé ce moment noir, cette période très sombre de la décolonisation. Vous le faites aussi dans un article publié en mars dans la revue L'Histoire, qui consacrait son dossier au massacre oublié de la colonisation. À lire également le dictionnaire de la colonisation française dirigé par Claude Diozou aux éditions Larousse. Et puis entendre des extraits du documentaire L'insurrection de l'île Rouge de Daniel Rousselier, disponible en VHS aux éditions du Point du Jour, et du film Tabata de Raymond Rajoane Rivello. Retrouvez ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Farid Chibani et Éric Morin, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.